Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Le Tour de Bretagne fera-t-il bientôt concurrence au chemin de Compostelle? Si chaque étape du Trobriez attire tous les ans plus d'1 millier de pèlerins, l'idée c'est d'ouvrir ce circuit toute l'année, attirant ainsi les randonneurs en quête de spiritualité, de découverte du patrimoine culturel ou naturel. Et cette idée, c'est la vôtre, Philippe Abjean. Vous êtes aussi l'initiateur de la vallée des Saints dans le centre-Bretagne, appelée aussi l'île de Pâques au cœur de la Bretagne, puisque ce lieu rassemble une 50aine de statues monumentales de saints bretons. Aujourd'hui, vous vous lancez donc dans ce nouveau challenge spirituel et patrimonial. Et bonjour aussi, j'ai oublié de vous dire bonjour. Bonsoir. D'où vous vient toute cette énergie créatrice, Philippe Abjean? Oh là là, je crois que ces projets s'imposent avec la force tranquille d'une évidence. Je crois que ce sont des choses, des projets se font tout seuls. Ça n'est jamais le résultat d'une réflexion préalable. Il y a une sorte d'appel, effectivement, à conduire ces projets. Et les choses sont beaucoup plus faciles qu'on l'imagine. Je crois que c'est un peu dans l'air du temps, effectivement. Il y a une espèce d'aspiration à la spiritualité, à la marche. Et voilà, on se met en marche et on se laisse faire, tout simplement. Vous nous racontez ça en détail tout à l'heure. En plateau également, Christophe Boucher. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et comme chaque mardi, c'est le jour de l'Instant Éco. Oui, Pauline, le shopping, ça vous parle? Oui, bien sûr. Bon, alors vous êtes plus à aller faire un tour dans les commerces ou alors depuis le fond de votre canapé avec votre tablette pour commander des choses sur Internet? Ça dépend des jours. Eh bien, c'est comme tout le monde, puisque la ville change, tout comme les habitudes des clients. Le commerce de centre-ville doit s'adapter justement à une véritable mutation. Alors, comment faire? Eh bien, élément de réponse lundi à Brest à l'occasion des premières assises du commerce de centre-ville. D'accord, vous nous en dites un mot tout à l'heure. Et puis, Julie Sicot est en plateau aussi. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Et aujourd'hui, vous jouez les entremetteuses. Oui, je vous parle mariage, mais mariage de commune. Et on ne peut pas vraiment dire que ce soit des mariages d'amour, mais plutôt des mariages de raison qui ont lieu en ce moment. Ça pique notre curiosité. On saura ça tout à l'heure. Avant, prenons des nouvelles de ce convoi exceptionnel qui ne manque pas d'attirer l'attention depuis son départ de Baignon dans le Morbihan lundi matin. À son bord, un immense filtre destiné à la future usine de lait chinoise de Carré. Après 9 jours de route à 60 km/h, mais vraiment maximum, le convoi arrivera à destination. On regarde le reportage de David Cormier et Fanny Coconnier. 20 mètres de long, 8,50 m de haut et 7,40 m de large. Impossible de passer à côté de ce convoi exceptionnel. Ce filtre est destiné à la future usine de poudre de lait Sinutra de Carhaix. Ce lundi, il a quitté son lieu de fabrication, l'entreprise Métal Performance de Baignon. Dans 10 jours, il devrait avoir rejoint sa destination finale. Un voyage qui a nécessité des journées de préparation depuis le mois de février. La première étape a été de faire la reconnaissance de l'itinéraire. Donc on s'est focalisé sur 2 choses principales. La première, c'était de trouver une route sans difficulté majeure de hauteur, donc d'éviter tous les ponts. Et puis la deuxième, que nous, on s'assure avec la largeur et la longueur du convoi que l'on passe à tous les endroits qu'on avait validés. Pour assurer le parcours, Orange, ERDF, les directions départementales des routes et les gendarmes préparent le terrain. Une trentaine de personnes est mobilisée chaque jour sur le parcours. 400 lignes téléphoniques et 450 lignes électriques seront coupées. Démonter le mobilier urbain et la guet des arbres, éviter les îlots centraux. Les conditions doivent être réunies pour laisser passer le véhicule de Sébastien sur 200 km. C'est particulier parce qu'il y a énormément de monde. Mais bon, le plus chaud pour moi c'est le ballon de la pièce. Et c'est tout. Et le dévers de la roue. Le reste... C'est une sacrée pièce quand même là. Là c'est mon record en volume. Là. En hauteur, c'est mon record. Pour accompagner cette pièce en inox de 20 tonnes, les curieux se massent sur les routes. Le spectacle se divisera en étapes de 7 à 35 km. L'arrivée dans l'usine de lait chinoise est attendue pour le mercredi 17 juin. Et maintenant, Julie, qu'est-ce que c'est que ces histoires de mariage de communes? Ah, ça vous a piqué cette histoire. Eh bien, depuis le mois de mars, la loi renforce la possibilité pour les communes de fusionner entre elles pour créer des communes nouvelles. Dans le département, certains maires se préparent à publier les bans et vous allez le voir, les raisons sont principalement économiques. On regarde. Audierne, Esquibien. Esquibien, Audierne. 2 noms de communes qui devraient bientôt disparaître. Les maires se sont mis d'accord pour fusionner.
Vous avez Audierne qui est en bleu, Esquibien qui est en vert. Oui, Audierne, donc 2217 habitants, Esquibien 1633. Une idée déjà évoquée dans les années 70 par les municipalités de l'époque. Aujourd'hui, la décision est précipitée par l'annonce des baisses de dotation par l'État. Pour échapper à cela, il faut créer des communes nouvelles avant la fin de l'année. En 2014, ça a baissé de 5%. En 2015, elle a baissé de 8%. 2016, il est prévu que cette dotation baisse de 20%. Et 2017, incroyable, elle va baisser de 36%. C'est-à-dire pour nous, les deux communes, ça représente 450 000 €. Plutôt que de perdre cet argent, les maires ont décidé de mutualiser. Avantage, ils ne perdent rien, mais en plus, ils voient leur dotation bonifiée de 5%. Une fusion à but économique surtout. Pour les habitants, le bassin de vie ne changera pas. Ils auront toujours leurs habitudes. Les deux mairies vont être conservées. Chacun ira dans sa mairie d'origine pour ses démarches. En revanche, ce qui va être modifié, c'est la gestion. On va optimiser, notamment, on aura un seul service ressources humaines qui sera beaucoup plus efficace et qui nous fera faire des économies d'échelle. Pour les travaux de voirie, pour toutes les autres activités, ce sera comme ça. On va essayer d'optimiser les services tout en gardant le bassin de vie pour chaque habitant dans sa commune. Et dans les rues des deux villes, la nouvelle commence à se répandre. Je pense qu'Audierne est à l'étroit dans ses limites, alors qu'il y ait une fusion, ma foi, ce ne serait pas plus mal avec Esquibien. Ma foi, c'est peut-être une bonne chose. Je pense que c'est l'avenir du Cap. Il faut des fusions. Je sais que les dotations d'État, plus ça va, plus ça diminue. Oui, mais il y a certainement quelque chose à voir. Au-dessus de Quimper, d'autres communes pensent aussi à se marier. Les 5 villes de la communauté de communes du Pays Glasique ne pourraient devenir qu'une. Près de 11 400 habitants rassemblés et une nouvelle organisation à prévoir. Il y a bien évidemment la possibilité de laisser un budget spécifique pour chacune des communes pour qu'il y ait un certain degré d'autonomie toujours. Nous avons également à travailler sur la pérennité des services dans chacune des communes. Il faut très bien imaginer un regroupement des moyens. Ce n'est pas ça que nous voulons, c'est au contraire apporter encore plus de services vers chacun des citoyens, au plus près des citoyens. Un projet encore en discussion. Le maire de Langolin, contacté, précise son indécision sur le sujet. Dans tous les cas, la fusion devra là aussi se faire avant la fin de l'année. Il restera encore à la commune nouvelle à se trouver un nouveau nom, mais aussi une nouvelle communauté de communes, avant les élections en 2020, pour avoir un maire unique. Alors Julie, est-ce que sur le plan national, il y a beaucoup de changements géographiques comme on vient de le voir dans votre reportage? Oui, Pauline, les choses se précipitent car l'intérêt financier attire certains élus pour créer des communes nouvelles. Ces fusions ont été possibles en France depuis une loi de 2010. L'Association des maires de France estime d'ailleurs que seulement 25 communes nouvelles avaient vu le jour avant le 1er janvier 2015. Aujourd'hui, l'association compte près de 266 projets à l'étude dans le département, en plus des 2 projets que nous avons vus. Plouvien et Locq-Brévalère pensent aussi à fusionner. Pour l'heure, aucune n'a encore vu le jour, mais on voit que les événements s'accélèrent. Mais ce ne sont pas les seuls changements prévus. Pauline, vous le savez, la loi NOTRe, alors NOTRe, on le rappelle, pour Nouvelle Organisation Territoriale de la République, eh bien cette loi prévoit également de nombreux changements, notamment au niveau des communautés de communes. Dans le Finistère, la moitié des 26 communautés de communes sont trop petites. Le projet de loi prévoit un seuil de 20 000 habitants. 13 communautés de communes vont donc devoir fusionner avec d'autres. La géographie est en mouvement en France. Après les régions, eh bien, plus localement, ça se resserre. Alors, comment c'est accepté par les maires et les élus locaux? Eh bien, il y a ceux qui veulent essayer, comme on l'a vu dans le reportage, et puis il y a ceux qui pensent que tous ces changements seront néfastes pour la proximité et la vie rurale. Ils craignent un éloignement des services de proximité, la création de structures, communautés ou communautés de communes de plus en plus importantes. L'association des maires ruraux du Finistère est vent debout contre la loi NOTRe. Les élus de ces communes ont apposé sur les panneaux d'entrée des écharpes noires en guise de deuil, comme on le voit sur ces images. Et on a justement rencontré à ce sujet la présidente de l'association des maires ruraux du Finistère, Nadine Kersodi, lors d'une réunion de l'association. On l'écoute. On ne parle plus tellement de communes, on parle de bloc communal. Donc la commune est noyée dans plein de dispositions, voire va disparaître. C'est notre crainte, oui. On nous dit, voilà, on vous dit, vous allez disparaître.
Et la solution, c'est la commune nouvelle. La commune nouvelle, et quand on voit la carte des futures communes nouvelles, il y en a énormément. Là, tant que nos communes peuvent encore faire de l'investissement, parce que là, nous sommes attachés aussi à faire travailler, qu'il y ait de l'emploi chez nous, l'emploi de proximité, des services de proximité. Je ne suis pas sûre que le service rendu à la population soit le même. Alors juste pour information, Pauline, les communes d'Audierne et d'Esquibien organisent une réunion publique pour informer les citoyens des deux villes sur la fusion le 18 juin à 20h30. Et puis l'association des maires ruraux du Finistère a prévu une nouvelle manifestation le samedi 27 juin devant la préfecture à Quimper à 10h. Merci beaucoup Julie. Après un an de chantier, soit 20 000 heures de travail, le nouveau monocoque d'Armelle Lecléache a touché l'eau ce mardi matin à Port-la-Forêt. Baptisé Banque Populaire 8, ce 60 pieds sera l'arme fatale du skipper finistérien lors du prochain Vendée Globe en 2016. En attendant, il a dû effectuer les premiers tests de sécurité, comme nous l'explique Camille Pochet. Le tout nouveau 60 pieds Banque Populaire 8 touche enfin l'eau. Le monocoque a commencé à faire ses preuves ce mardi matin. Au programme, mise à l'eau et test de retournement. Créer un bateau de cette envergure a pris 1 an aux équipes techniques, le team Banque Populaire et le chantier CDK, et il a quelques particularités. C'est vraiment la dernière génération des monocoques de 60 pieds, ce qu'on appelle les monocoques IMOCA, qui participent au Vendée Globe. On peut dire qu'on est allé chercher dans les moindres détails les petites performances supplémentaires, à la fois dans les formes de coques, dans les équipements, mais aussi et surtout dans les appendices, le choix des appendices. Cette nouvelle génération de bateaux voit vraiment éclore de nouveaux appendices qu'on appelle des foils et non plus des dérives, qui a pour but de soulager un peu la masse du bateau et nous faire accroître les performances. Pour tester ces nouveaux foils, c'est le skipper Armelle Lecléache qui se lancera sur l'eau avec comme objectif gagner le Vendée Globe qui démarre en novembre 2016. Pour y arriver, il devra connaître son bateau sur le bout des doigts. Après 2 ans de travail autour de la conception du 60 pieds, le navigateur n'a qu'une envie, tester ce géant des mers. C'est parti maintenant la partie navigation, entraînement, fiabilisation du bateau. Le compte à rebours est lancé pour le Vendée Globe, c'est dans 1 an et demi, donc ça va venir vite. On a des grandes courses cette année déjà, on a la Transat Jacques Vabre qui sera au mois d'octobre avec Erwan Tabarly en double au départ du Havre. Une Transat retour en solitaire et qui arrivera à Roscoff en fin d'année. Et puis l'année prochaine aussi 2 transats normalement au programme avant le Tour du Monde qui est pour nous l'objectif majeur. On a envie de faire mieux que la dernière fois, donc de gagner. Et pour ça, on a un bon bateau. On espère qu'il sera rapide et performant sur l'eau. Banque Populaire 8 se dirige ensuite vers Lorient, son port d'attache, où Armelle Lecléache, à la barre, commence l'entraînement. Amis de la randonnée, vous allez vous réjouir. Plus besoin d'aller jusqu'à Compostelle pour marcher sur de superbes sentiers aménagés. Le Trobrace vous permettra de réaliser quand vous le souhaitez une belle boucle de 600 km à travers la Bretagne. Philippe Abjean, le Trobrace n'est pas une nouveauté, c'est un circuit qui existe depuis le Moyen-Âge. En 1994, vous avez relancé le parcours en proposant aux randonneurs de réaliser l'une des 7 étapes chaque année. Aujourd'hui, vous souhaitez faire de ce Trobrace un itinéraire ouvert en permanence sur tout le circuit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien, expliquez-nous un petit peu par où passe ce Trobrace. Alors le Trobrace est un très vieux pèlerinage qui aurait commencé vers l'an 1000 à peu près, qui se serait achevé vers la fin du XVIe siècle avec les guerres de la Ligue qui rendaient les promenades et les randonnées en Bretagne un peu périlleuses. Donc c'est un pèlerinage qui invitait chaque Breton à faire une fois en sa vie le tour des 7 cathédrales anciennes et actuelles de Bretagne, c'est-à-dire Quimper, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo dans les Vannes, dans le sens que l'on voulait. Et le dicton ajoutait d'ailleurs que celui qui le faisait de son vivant économisait un certain nombre d'années de purgatoire en avançant chaque jour de la longueur de son cercueil. Ce qui faisait pour une personne moyennement constituée 77 000 ans de purgatoire. Et on dit qu'au XIVe siècle, par exemple, 30 000 Bretons faisaient le Trobrace. C'était considérable. Donc voilà, au XVIe siècle, il s'est interrompu et l'idée en 1994, ça a été de mettre un vin nouveau dans une très vieille outre en l'adaptant aux circonstances de l'époque, c'est-à-dire en le découpant à raison d'une étape de cathédrale en cathédrale chaque année. Alors la nouveauté là, de ce Trobrace qui va être ouvert toute l'année, ce sont des chapelles qui, tout au long du parcours, serviront de gîte aux randonneurs d'étape. Ce samedi 13 juin, d'ailleurs, la première de ces chapelles rénovées sera inaugurée à Saint-Paul-de-Léon. Et puis ce dimanche, une marche est organisée pour relier les 2 chapelles Saint-Joseph, celle de Saint-Paul-de-Léon, justement, à celle de Morlaix. Alors justement, Camille Pochet est allée suivre les préparatifs. Regardez.
À Saint-Paul-de-Léon, des bénévoles s'activent pour rénover la chapelle Saint-Joseph. Elle a été vendue pour 1 € symbolique à l'association L'œuvre de Saint-Joseph. Les pèlerins du Trobrez pourront bientôt y faire une halte pour la nuit. Philippe cherchait des bénévoles pour rénover cet endroit, pour en faire un abri de pèlerins. Et tout de suite, je me suis proposée, parce que ça m'amusait beaucoup de mener un chantier, à condition qu'on fasse tout avec des produits naturels. Le week-end de l'Ascension, on a déjà eu le premier pèlerin qui est arrivé un tout petit peu tôt, avec son sac à dos, sa coquille, son petit drapeau du Trobrez. Et du coup, on lui a trouvé un endroit pour dormir. Mais il y a un vrai besoin, oui. Comme à Saint-Paul-de-Léon, une dizaine de chapelles hospitalières sont en train d'être rénovées pour servir d'abri sur le chemin du Trobrez. Le pèlerinage va donc devenir permanent. Le concept séduit les élus. Il faut dire qu'il pourrait attirer 70 000 visiteurs par an. Nous avons créé une association pour défendre ce projet d'itinéraire européen, à l'instar de Compostelle, avec la particularité qu'il serait un itinéraire circulaire. Et en fait, nous avons fédéré les maires des villes cathédrales. Donc nous avons les maires des évêchés ou des anciens évêchés bretons qui sont adhérents. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est surtout les maires des évêchés du Nord, on va dire. Donc nous sommes arrivés maintenant après Saint-Paul, Saint-Brieuc, Tréguier, Saint-Malo, nous allons nous attaquer au sud. Objectif final, mettre à disposition une 50aine de chapelles hospitalières sur le chemin du Trobrez, une tous les 25 km. Alors Philippe Abjean, comment vous faites pour obtenir ces chapelles ? C'est tout simple, je les demande. Donc je les demande aux communes, je les demande aux diocèses, voire à des particuliers. On vous les donne ? Et on les donne, c'est aussi simple que cela. Hein. Le contexte général, c'est que, savez-vous que l'an dernier, il y a eu 240 000 personnes qui sont allées sur les chemins de Compostelle, ce qui est considérable. Hein. Donc c'est une véritable manne touristique également pour la région de Compostelle. Et donc l'idée, c'est de ramener une part importante de ces marcheurs vers les chemins du Trobrez. 30 à 40%, vous estimez ramener dans un premier temps. C'est pas mal. Mais à terme, on pense même, effectivement, dépasser Compostelle, car à la différence des chemins de Saint-Jacques, les chemins du Trobrez ont la particularité d'avoir un patrimoine extraordinaire. 7 cathédrales, des centaines de chapelles traversées, donc en cours de cheminement, des enclos paroissiaux, des paysages naturels. C'est vrai que, en plus, c'est un pèlerinage circulaire, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on unique. C'est unique, on délimite les frontières de la Bretagne avec ses pieds. Et c'est très celtique, c'est une circumambulation. Comme dans les danses. Comme dans les danses, effectivement. C'est une troménie, une grande troménie. Hein. Il y a très peu de pèlerinages circulaires au monde. On entend parler dans le reportage de Camille Pochet de coquilles. Est-ce qu'il y aura, comme pour les pèlerins de Compostelle, des petites coquilles ou un objet que récolteront au fur et à mesure des étapes? Alors chaque pèlerinage a son identité, sa spécificité. L'emblème des Trobrésiens, c'est le nom qu'on leur donne, et l'hermine bretonne. Ils le portent souvent, enfin ils la portent sous forme de collier, voilà, ou d'écusson. Effectivement, c'est l'hermine bretonne. Qui sera dans les chapelles pour accueillir les pèlerins? Il n'y aura personne, ce sera un peu comme un gîte de montagne, ou alors il y a un hôte? À chaque chapelle, autour de chaque chapelle se constituent ce qu'on appelle les hospitaliers du Trobrez, qui viennent accueillir, ouvrir la chapelle, faire le nettoyage, etc. Donc pour Saint-Paul-de-Léon, par exemple, il y a déjà une dizaine de personnes qui se sont rassemblées en hospitalité, et donc qui se proposent même, le cas échéant, d'accueillir chez eux. Si par exemple le gîte est déjà complet, eh bien, ils offriront gratuitement le gîte. La Vallée des Saints, c'est un projet que vous avez initié aussi il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça rassemble déjà 50 statues monumentales à Carnoët, dans les Côtes-d'Armor. Près de 100 000 personnes sont déjà venues visiter ce site, c'est énorme. Combien de statues sont à venir encore, Philippe Abjean? Alors 100 000 personnes en une année, hein, l'an dernier actuellement. Donc cette année, il y aura 13 nouvelles statues, donc ça fera 63. Ouais. Et donc le cap de la centaine sera atteint dans les 2, 3, 4 ans à venir, donc très rapidement. Hein. Mais bon, l'objectif c'est 1 millier, c'est un chiffre un peu symbolique, ce qui veut dire que c'est une sagrada familia, c'est-à-dire on n'en verra pas forcément l'achèvement, on transmettra le relais à ceux qui nous suivent. Les visiteurs de la Vallée des Saints ne sont pas forcément des croyants, comment vous analysez un petit peu les... Ce sont des Bretons. Ce sont des Bretons, ça veut dire qu'ils ont quand même une part de spiritualité, une quête de spiritualité. Hein. C'est un lieu de ressourcement.
Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner de la vallée des Saints. C'est un lieu où on vient se ressourcer. On est à la source de la Bretagne, à la source historique. On est au cœur géographique de la Bretagne, à Carnoët, et en même temps, on est au début de l'histoire de la Bretagne. L'idée, simplement, c'est de rassembler ces saints, non pas du tout dans une optique de pittoresque ou de hors norme, mais pour essayer de réfléchir à ce que ces saints-là, quand ils sont arrivés au 5e ou 6e siècle, de Cornouailles anglaise, d'Irlande, du Pays de Galles, pour réfléchir à ce qu'ils nous ont apporté. Ils étaient dans un contexte de non-christianisation, c'était les débuts de la christianisation. Peu ou prou, on est dans la même situation aujourd'hui, et donc leur message peut encore être très actuel aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Abjean. On retrouve toutes les infos sur la Vallée des Saints sur le site internet www.valleedessaints.com. Notez aussi ce livre écrit par Bernard Riot, que vous connaissez bien Philippe Abjean, sur les chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne. Voilà, pour ceux qui veulent approfondir. Vous pensez combien d'années de purgatoire avec la Vallée des Saints, avec Robraise? J'ai tellement à me faire pardonner qu'il me fera beaucoup de temps. Ça, merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'instant écho. Et Christophe, c'est une nouveauté. Brest accueille lundi prochain les premières assises du commerce. Oui, Pauline, c'est un peu à la partie émergée de l'iceberg. Depuis maintenant plusieurs mois, Brest Métropole, la CCI, la Chambre de métier et de l'artisanat du Finistère, ont organisé pas moins de 9 réunions publiques à destination des commerçants de la métropole. L'objectif est simple, centraliser les attentes des commerçants pour endiguer la baisse de fréquentation des centres-villes. Jean-Luc Pollard nous explique les raisons de ce désamour des clients pour le cœur de ville. On écoute donc le vice-président de Brest Métropole chargé du commerce et de l'artisanat. Les commerces de centre-ville connaissent des difficultés liées à beaucoup de facteurs, aux installations des grandes surfaces bien entendu en périphérie, aux modes de transport urbains qui ont parfois, comme c'est le cas sur Brest, mais ailleurs aussi, transformé les modes d'accessibilité au commerce. Et puis, c'est le développement d'autres modes de commerce. Celui qui vient immédiatement à l'esprit, bien sûr, c'est Internet et ses conséquences. Comment peut-on d'ailleurs travailler en complémentarité avec Internet plutôt que de le voir comme ennemi, par exemple? On ne fait pas ça simplement pour sortir son mouchoir et s'échanger des condoléances. C'est quelles sont les perspectives que nous pouvons nous donner avec les commerçants, collectivités, chambres consulaires, commerçants, pour que le client soit au centre de nos préoccupations et soit content de venir ici faire ses courses. C'est ça le but du jeu. Sur le stationnement, sur le travail le dimanche, il y aura des annonces concrètes qui seront faites. Et ce ne seront pas les seules, loin s'en faut. Alors Christophe, quels sont les griefs des commerçants? Alors les commerçants estiment qu'aujourd'hui, l'accès au centre-ville est difficile, notamment pour les familles, avec l'arrivée du tram, la place de la voiture est restreinte et aux heures de pointe, que ce soit en sortie, en entrée de ville, voilà, les commerçants estiment que c'est un peu saturé, même si c'est sans commune mesure avec d'autres métropoles comme Rennes ou Nantes. Toujours sur le stationnement, les commerçants pointent du doigt les tarifs en zone orange. L'heure de stationnement est d'1,50 €, trop cher pour les clients selon les commerçants. Et à Brest, le cœur de ville est aujourd'hui mal défini. Pour certains, ils partent de la place de Strasbourg pour aller jusque le pont de Recouvrance, quasiment, quand pour d'autres, ils se cantonnent aux abords de la place de la Liberté, donc là où il y a la mairie, et où se concentrent durant notamment le marché de Noël toutes les animations au détriment du reste de la ville. Bref, les griefs sont nombreux de la part de certains commerçants. Et alors, est-ce qu'ils ont raison, ces commerçants? Ah bah oui, dans certains arguments tiennent la route, mais les commerçants brestois ont du mal à se remettre en question et réellement à se fédérer alors qu'ils pourraient peser lors d'échanges, notamment avec Brest Métropole. Sur les 1000 enseignes que compte la ville, seuls 200 commerçants prennent part à l'association des vitrines du centre-ville de Brest. Les modes de consommation changent et les commerçants doivent aussi donner envie aux clients de venir flâner dans le centre-ville en utilisant notamment des exemples avec les nouveaux outils de la communication comme les réseaux sociaux, les QR codes ou encore des applications de géolocalisation. Par exemple, les horaires d'ouverture aussi sont souvent pointés du doigt, pas assez flexibles selon certains clients. Alors Christophe, à Brest, comme dans d'autres villes bretonnes, le taux d'occupation des locaux commerciaux est en baisse. Les commerçants peuvent-ils encore s'installer dans les centres-villes ou c'est trop compliqué? Eh ben oui, c'est compliqué. C'est bien là le gros point noir pour les propriétaires. Posséder un local en centre-ville, c'est une véritable poule aux œufs d'or. Pour vous installer, vous devez déjà payer un droit d'entrée qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il faut rappeler que Brest,
c'est pas non plus les Champs-Élysées, hein. C'est beau Brest, hein, mais il ne faut pas non plus abuser. Un exemple, hein, un local commercial de 90 mètres carrés au niveau de la rue de Siam, ce monnaie aujourd'hui 4 500 € le mois, hein, un beau loyer, hein, parce qu'il faut donc quand même en vendre des chaussures ou des aspirateurs pour atteindre ce loyer. Autant dire qu'à ce prix-là, l'accès au cœur de ville est quasiment impossible pour les clients et commerçants indépendants, pour les petits commerçants indépendants, raison pour laquelle on ne voit plus que des chaînes dans ces zones de chalandise priser des clients. Et pour terminer, Christophe, est-ce que toutes ces questions seront abordées lundi aux Assises du commerce? Oui, Pauline, lundi, c'est en présence de Carole Delga, secrétaire d'État chargée, décidément, du commerce, que seront ouvertes ces premières Assises du commerce. La parole sera libre et les commerçants sont invités à prendre part à cette journée pour proposer leurs idées, parce que c'est bien d'être contre, mais il faut aussi amener des idées. Donc tous les commerçants brestois sont amenés à participer à cette journée. Ils peuvent se rendre sur le site internet, c'est www.assisesducommerce.brest.fr et puis là ils auront toutes les informations. Merci beaucoup Christophe. Je rappelle que ce week-end à Saint-Paul-de-Léon, l'inauguration de la première chapelle du Trobreise, et puis dimanche 14 juin, une marche entre Saint-Paul et Morlaix, c'est ça Philippe? Voilà, départ à 9 h de la cathédrale. Très bien. Combien de kilomètres? 22. Voilà. C'est le semi-marathon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une bonne petite marche. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.